Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et au Salon de l'Agriculture, il y a des bons produits et il y a des belles choses à découvrir. Thomas Fersen, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous lancez votre album qui s'appelle Un coup de queue de vache. C'était l'occasion de vous inviter. On Merci. aura l'occasion d'en parler. À vos côtés, Myrène Dutheil, bonjour. Bonjour. Surtout, ne nous dites pas ce que vous produisez. Surtout pas. Surtout pas. Vous Surtout pouvez pas. tout juste nous dire que vous venez de Normandie. C'est ça. Bon, de l'heure. voilà. Juste en face de vous, donc Hervé de Perrois, bonjour. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes directeur de L'ODEADOM, l'Office Allez-y. de développement de l'économie agricole d'outre-mer. Frédéric Rougeot, surtout ne nous dites pas ce que vous produisez. Bonjour. Non, bah, je suis producteur dans le sud-ouest et Voilà. je vous dirai plus tard de quoi. Et on dit surtout pas. Et juste à vos côtés, donc Muriel Palandry, Industriel de la Martinique. voilà, venu tout droit de la Martinique. Et juste à mes côtés, Christophe Duhamel, donc le fondateur du journal Marmiton. C'est lui l'expert sur le plan culinaire. C'est lui qui va nous aider, justement. Thomas Fersen, pourquoi le titre de cet album? Un coup de queue de vache. Pourquoi? C'est le coup de queue de vache, c'est celui, quand on le reçoit, ce coup de queue de vache, en général, on est un petit peu cinglé. C'est une expression de campagne, je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà, donc c'est une expression qui me plaisait. Pour moi, j'avais envie de raconter l'histoire d'un coq qui serait passé trop près d'une vache et qui aurait pris un coup de queue, qui aurait d'abord perdu ses dents, puis la raison, et qui, chantant à n'importe quelle heure, aurait fini dans les recettes de Marmiton, par exemple. Voilà. Et c'est aussi l'histoire d'un chanteur, puisque le coq, c'est l'animal chanteur, et l'histoire d'un pays, puisque le coq, c'est le symbole national. Voilà. D'accord, donc effectivement, plusieurs lectures possibles. Vous connaissez bien le monde rural? Je l'ai connu dans les monts de la Madeleine, dans le département de la Loire, dans les années 70, parce que mes parents viennent de cette région. Et Et vous que êtes né à Paris? j'habite à Paris. Mes parents étaient montés à Paris, comme beaucoup de gens de province, pour travailler. Et on retournait là pour les vacances d'été, et je passais mes vacances à la ferme. C'était une ferme, une agriculture qui a un peu disparu, puisque c'était une région qui n'avait pas été remembrée. Et donc les champs étaient éparpillés, et on faisait de tout, et on consommait ce qu'on produisait, et on vendait l'excédent à l'époque. Voilà. Vous percevez les difficultés du monde agricole? Je les entends. Et puis je vis en Bretagne, en partie du côté du Finistère Nord, et il m'arrive de fréquenter des gens qui travaillent dans l'agriculture, et je connais leurs problèmes. Et puis je connais l'histoire de mon copain d'enfance qui, lui, a modernisé la ferme de ses parents, qui s'est endetté. Il avait fait une école agricole et qui a fait faillite, qui aujourd'hui travaille dans la plaine comme ouvrier agricole. Alors, on reviendra sur votre album, mais on va commencer les travaux pratiques, on va dire. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors, un petit quiz pour commencer avec Thomas. Est-ce que vous cuisinez à la maison ou c'est pas vous qui cuisinez? Je cuisine. Et quel est votre plat favori, votre plat préféré? Je fais des choses assez frustres. J'aime le haddock, par exemple. C'est bon ça, c'est bon pour la avec santé. des pommes de terre, vous voyez. Donc je le poche dans le lait. Je fais cuire des pommes de terre, je mets de la crème et de la ciboulette. Voilà. Je fais griller des asperges. Je fais ça à midi, vous voyez. En plus ça va être la saison là, ça va être bien. Je fais du maquereau à la moutarde. Je fais de l'épaule d'agneau, puisque je parle un petit peu de viande aussi. Donc je la fais à la cocotte. Qu'est-ce que je fais? Je fais... Il y a du bruit. Hein. Voilà. Et est-ce Des qu'il y a- soupes. est-ce qu'il y a quand même des choses que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez savoir faire? Évidemment. Par exemple? Il y a des choses que je ne sais pas bien cuire, oui. Là, vous me prenez un peu au dépourvu, mais... Le poisson, la cuisson du poisson frais, ça vous maîtrisez? à peu près, oui. Ça c'est bien déjà. À peu près. Je sais faire cuire les crustacés aussi. Ça, c'est pas très compliqué, mais... par exemple, je ne sais pas très bien faire cuire le homard. Ah, J'ai déjà essayé plusieurs choses, je suis un peu déçu. Je trouve que c'est meilleur chez les autres. c'est toujours bien d'aller manger chez les autres aussi. D'ailleurs, quelle est votre meilleure expérience culinaire? J'ai Gustative. mangé dans des restaurants gastronomiques et où mon appétit n'a pas failli. Il y avait une vingtaine de plats, évidemment en petite quantité, mais c'était un bonheur. Et une bonne adresse?
Et que je vais vous donner l'adresse de mon voisin. Allez-y. C'est un bar à vin, c'est tout simple, ça s'appelle la Vierge de la Réunion. Et c'est assez simple, mais les produits sont bons. Donc voilà, je vous recommande cet endroit. Dans quel arrondissement? Dans le Paris 20e. Dans le 15e, à Paris. J'habite, ouais. Impeccable. Il va rigoler quand il va entendre ça. Ben, tant qu'à faire. Et un endroit où il ne faut pas aller, par contre. Le plus mauvais restaurant. La pire expérience. Bah, les restaurants, je ne vais pas dire des noms quand même, c'est pas sympa. Il y en a qui l'ont dit. Ah ouais. Non, il y a vraiment des endroits où c'est pas bon, quoi. C'est vraiment pas bon. Non, je le dirai pas. Je veux dire, chacun s'en rend bien compte de. Ouais, je sais pas. Et dernière question, toute bête, vanille ou pistache? Alors j'aime bien les deux. Vous êtes marrant. J'aime bien la vanille. D'ailleurs, je reviens de la Réunion là. Mais la pistache, c'est bon, surtout C'est bon aussi. dans le pâté en croûte, par exemple. Avec le pâté en croûte autour de la pistache, c'est bon la pistache. C'est vrai, c'est pas faux. Merci beaucoup Thomas. Je vous en Thomas prie. Fersen, il va falloir déguster à présent et c'est Myriam qui va vous faire déguster. Allez-y. J'imagine qu'il va falloir que je devine ce que c'est. Exactement. Voilà. Bon, c'est manifestement Et une sorte de gâteau C'est pas facile. Hein. qui ressemble à un pain d'épices. Voilà, ça c'est un pain d'épices, mais il est aromatisé avec un produit bien particulier. Et c'est ce produit que Myriam produit. C'est très difficile, hein. On Oui, n'est pas très charitable. Hein. Et ça va Ouais. être encore plus dur Vous après n'êtes avec pas très Frédéric. charitable, mais le gâteau est bon, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Alors Myriam, un indice. Un indice, alors c'est une épice, et c'est la seule épice qui est née d'une fleur. Mis à part la vanille. Oui, mis à part la vanille. Mais enfin, c'est la gousse de la vanille. Là, c'est vraiment la fleur. Nous cueillons la fleur, Et c'est on la fleur qui extrait le parfume. pistil de cette fleur, que l'on émonde. Donc on ne garde que la partie la plus rouge de la fleur et on le sèche. Le coquelicot. Non. On en met Allez. où aussi? C'était aussi l'épice la plus chère au monde parce que tout se fait à la main. On la plante à la main, on la récolte à la main, on l'émonde. Ça coûte plus cher que l'or. Plus cher que Et l'or. ça pousse en Normandie. Ça pousse en Normandie. Enfin, on fait renaître cette culture en Normandie, tout à fait. Puisque la France a été un très grand producteur de... Allez, soyons Elle n'y charitables. tient Oui. plus. Hein, Allez-y. allez, on a Dévoilez. été un plus gros producteur de safran au monde au Moyen-Âge. La Safran. France, on le sait peu. On pense toujours que ça vient des pays exotiques et des pays au grand... Alors c'est étonnant, moi je pensais que ça colorait très fortement le safran. Oui, c'est l'une des principales molécules. La crocine vous donne une couleur jaune-orangé. Vous le savez, enfin, vous voyez dans la paella, la couleur de la paella, du risotto à la milanaise, ou voilà. Mais là, dans le pain d'épices, c'était difficile quand même de lutter contre la couleur du miel. Alors, le problème du safran, c'est que ça coûte très cher et souvent on ne sait pas le préparer. Oui. Alors Myriam, quelle quantité par personne déjà? En fait, ça va dépendre si vous faites un plat sucré et un plat salé, mais 3 petits filaments de safran par personne sur un plat sucré suffiront amplement, donc c'est quand même très très peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le faire infuser. Il faut réhydrater le safran, donc vous choisissez un ingrédient liquide en rapport avec votre plat, un bouillon si vous faites un risotto, un lait si vous faites une petite crème aux œufs et au safran, et vous le faites infuser la veille à froid, hein, c'est ce qui est recommandé. Voilà. D'accord. Et avec ça, vous pourrez en utiliser que très peu. Et Voilà. 3 recettes où le safran marche bien, par exemple. Alors moi, des recettes d'enfance, le riz au lait. Hein, voilà, très peu de riz, très peu de sucre, du bon lait, du lait cru, hein, du lait entier. Voilà, avec le safran, le risotto, bien évidemment, ça fonctionnera très très bien. Et puis une sauce, un beurre safrané. Voilà, c'est très facile à faire, un petit beurre safrané, de mélanger le safran dans un beurre devenu pommade, de laisser refroidir, puis de le mettre sur une bonne petite côte, une petite épaule d'agneau par exemple. On parlait de ça tout à l'heure. Voilà, ça serait très très bien. Eh bien, Yab, donc, à titre indicatif, quel est le prix d'un gramme de safran aujourd'hui? Un gramme de safran, vous le trouverez entre 30 à 35 euros le gramme en France. Voilà. Et en dessous de ce prix-là, il faut se méfier parce Oui. que c'est quand même l'épice la plus frelatée au monde. Voilà, il y a du Donc, vrai et du faux safran. Il y a du vrai et du faux. Et comment on s'y retrouve? Eh bien, déjà l'acheter à un producteur. Si c'est un producteur près de chez vous, comme ça vous pourrez voir la safranerie, vous pourrez voir le travail, vous serez sûr. L'acheter en filament, le préférer en filament plutôt à la poudre parce que souvent il est coupé avec du curcuma, ce qui est très bien aussi le curcuma, mais bon, c'est pas nécessairement le même prix, donc voilà, autant acheter du curcuma d'un côté et puis du safran de l'autre. La couleur, il faut qu'il soit rouge sang.
Ça, c'est vraiment très important. Je vous en ai apporté. Je ne sais pas si on peut Allez-y. le voir. Vous avez le droit. Vous pouvez l'ouvrir. Comme ça, vous en saurez plus. Ah voilà. Ouais. Là, il a vraiment la couleur de la récolte de cette année. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, il est encore très, très doux. Il a un goût de beurre. Et voilà. Et avec le temps... C'est Ah, du vous bon. pouvez. Et avec le temps, il va devenir beaucoup plus fort au nez, en fait. Mais là, il a vraiment du goût. Voilà. C'est la récolte de l'année. Et ça crée beaucoup d'emplois en plus. Oui, ça crée de l'emploi. Et puis, c'est utilisé aussi pour ses vertus aussi médicinales. C'est le premier antidépresseur naturel. Hein, c'est l'épice de la joie. Et puis, voilà, ça a plein d'autres vertus. Ça facilite la digestion, l'équilibre. Ah, Thomas apprécie, on le voit. C'est un connaisseur. Voilà. Bon. Première dégustation, deuxième dégustation. Frédéric Pougeot. Donc vous avez un petit peu des échantillons devant vous. Vous pouvez goûter. Je pense que c'est encore plus dur que la première fois. Ouais, là, C'est c'est encore moins l'entrée, connu. ça. Ouais, encore moins connu. Allez-y. On a commencé par le dessert. Donc il faut que je goûte ça alors. C'est du quinoa, non? Effectivement, là, le plat contient du quinoa, Mais c'est pas le quinoa. un ingrédient supplémentaire qu'on a mis. Mais il y en a plein des ingrédients supplémentaires. C'est pas facile, là. Non, Franchement, je reconnais que c'est très dur. Ouais, il faut donner des indices quand même. C'est d'autant plus dur que ça n'a ni odeur ni goût. Effectivement. et je pense qu'il faut essayer celui-là parce que c'est là qu'on le voit le mieux. Là au moins, oui, on le voit Et- distinctement. Oui. C'est ce qui est noir là. Voilà, c'est la partie noire. Ce qui est au oui. milieu. Est-ce que Alors, vous c'est simplement là à titre décoratif, si ça n'a pas de goût et pas d'odeur. Non, Dans ce cas-là, en tout cas, il est bien mis en évidence, oui. Ça a des vertus. Ça a des vertus nutritionnelles, sûrement. D'accord. Ah là là, ça sent l'insecte, ça. Non, Je vous rassure. Non, Bon, allez, il y a un indice, pas c'est un d'insecte. végétal, donc Voilà. on en est certain. C'est un végétal. C'est quoi le nom latin de la plante? Alors, le nom latin, c'est la Salvia hispanica. Ça vous aide, Oui, Thomas? mais le nom latin me dit quelque chose, mais C'est une graine de la famille des sauges. c'est de la sauge. Et elle est... Bon, je vais vous aider parce qu'on va pas y arriver. Sinon, on va Donc dormir ici. c'est une graine qui est originaire des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud. Son nom commun est la chia. Donc c'est une graine dont la particularité... C'est légal, ce truc? Pardon? C'est légal, votre truc, là? C'est légal depuis quelques mois parce qu'on a eu l'autorisation de mise en marché seulement au mois de juin de 2016. Et donc la particularité de cette graine, c'est qu'elle contient 35% d'huile. Et cette huile est constituée à 65% d'oméga 3. Donc en fait, c'est la graine la plus riche connue aujourd'hui en matière d'oméga 3. Très utilisée en Amérique du Sud, très courante Alors, en Amérique du Sud. très utilisée, elle était surtout très utilisée avant l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, puisque c'était l'aliment de base des Incas. Et elle a disparu à l'arrivée des Espagnols parce qu'elle représentait pour les Indiens la graine des dieux. Et les Espagnols ont voulu imposer la religion catholique et donc ont interdit la chia de la consommation sud-américaine. Donc pendant 500 ans, cette graine a été oubliée. Et elle n'a été redécouverte qu'il y a une quinzaine d'années dans les hauts plateaux de la Cordillère. Et elle arrive chez nous. Et elle arrive chez nous à grands pas, oui. Alors vous allez la cultiver, comment vous allez la développer en Europe? Donc on travaille sur cette espèce depuis une dizaine d'années. On a pu sélectionner des types précoces qui ne sont plus sensibles aux photopériodes et donc qui peuvent pousser en zone tempérée. Donc depuis quelques années, on développe la culture de la chia dans le sud-ouest. Seulement, s'agissant d'une espèce nouvelle, il fallait obtenir de la communauté européenne l'approbation comme novel food. Et ça, on l'a depuis simplement 6 mois. Et en fait, un truc qui est important avec la graine de chia, c'est les quantités. Donc parlez-nous un petit peu des fameux 5 grammes que vous mettez dans chacun de ces plats. Oui, ça c'est bon, déjà une des contraintes que nous impose la communauté européenne, c'est de préciser que la consommation ne doit pas excéder environ 15 grammes par jour. La particularité de tous les produits ici, c'est qu'ils apportent 5 grammes de graines de chia. 5 grammes de graines de chia, c'est 1 gramme d'oméga 3. Or, il faut savoir que
la consommation d'oméga 3, c'est un acide gras polyinsaturé essentiel pour la santé, mais le corps ne le fabrique pas. Et les connaissances qu'on a aujourd'hui expliquent clairement qu'on est déficitaire en oméga 3 d'au moins 50%. C'est-à-dire qu'on consomme dans le meilleur des cas 1 gramme par jour avec l'alimentation courante. Donc on apporte dans chacun de ces aliments-là 5 grammes de graines de chia qui sont 1 gramme d'oméga 3 et qui sont donc le complément alimentaire dont chacun aurait besoin chaque jour pour avoir une alimentation équilibrée en oméga 3. Et il faut savoir que le fameux PNNS qui fait manger bouger recommande de manger plus de gras, mais de bons gras. Et là, on est vraiment dans le bon gras, parce que l'oméga 3, c'est ces acides gras essentiels qui sont bons pour l'organisme et bons pour le cerveau en particulier. Exactement, les oméga 3 doivent être apportés dans des bonnes proportions entre oméga 3 et oméga 6. Et les oméga 3 sont des constituants importants pour les cellules du cerveau. C'est important surtout pour les enfants en bas âge pendant leur croissance. Et c'est important aussi pour les adultes pendant leur vie quotidienne d'atteindre ces 2 grammes par jour. Parce que beaucoup de personnes ne consomment pas 1 gramme et parfois beaucoup moins. Et les effets sur l'individu peuvent se traduire par des problèmes de mémoire ou qui sont liés également au cerveau. Donc on voit là que c'est un aliment important pour le cerveau. Très bien. Juste à vos côtés, donc Muriel Palandry, vous êtes venu tout droit de Martinique avec des sachets. Expliquez-nous. Alors nous sommes un maillon de l'industrie, nous sommes une industrie, un maillon de la filière agroalimentaire de diversification végétale de la Martinique. En fait, en Martinique, vous avez 3 types de cultures, la canne, qui est connue, la banane, et puis une diversification végétale qui a une gamme très étendue de fruits et de légumes. Et dans la gamme des légumes que nous présentons, nous avons retenu 12 légumes que nous traitons, nettoyons, mettons sur gélation et présentons là au Salon de l'Agriculture. L'industrie Piment qui transforme ses légumes à 1 an et présente donc ces produits au salon dans le hall de l'Outre-mer. Alors, par exemple, là, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on connaît bien, comme la patate douce, comme les gambos, qu'on commence à bien connaître aussi, mais il y en a d'autres, typiquement le dachine ou le taro. Comment ça se prépare ? Alors, généralement, ils sont déjà, ils ont un flash de blanchiment et ils sont surgelés. Donc, il suffit après de les tremper quelques minutes dans l'eau. Alors, on était très surpris quand on était au salon parce que nous, on connaît le taro dans sa consommation créole, antillaise, et c'est un produit qui est extrêmement consommé par les gens d'Asie. Et eux ils le mettent dans des galettes, ils en font des gâteaux, ils font des acras. Donc, ils nous ont donné également des recettes très spécifiques que nous ne connaissons pas, nous, dans notre culture antillaise. Et l'oignon pays, c'est quoi la différence avec l'oignon C'est français ? la cive, en quelque sorte. C'est la cive que vous avez, mais avec une aromatisation bien antillaise, c'est-à-dire notre bon goût local. Voilà. D'accord. Le point nouveau, c'est que vous importez, enfin, entre guillemets, vous faites venir de Martinique en surgelé. Oui, parce qu'il y a des produits comme le fruit à pain. Nous avons, vous savez, la surgélation, d'abord, il faut la goûter parce que ce sont des produits denses. Donc le phénomène de surgélation ne les détériore absolument pas. Et je vais vous montrer cela tout à l'heure. Et aussi, il y a des produits très fragiles. Le transport maritime qui permettrait à ces produits de venir en France les altérerait. Donc des fois, il vaut mieux un bon surgelé qu'un produit frais qui n'aurait peut-être pas toujours bien voyagé. Clairement. Bon, dernier point. Votre boulot, c'est d'aider justement les entreprises donc les entreprises ultramarines, donc d'outre-mer, de venir proposer leurs produits ? Oui, à l'ODEADOM, donc l'Office du développement de l'économie agricole d'outre-mer, notre rôle, c'est d'encourager la production et la transformation locale dans les territoires d'outre-mer et les départements. Alors, c'est tout à fait intéressant d'avoir à la fois des producteurs et des transformateurs. Ça permet d'encourager les producteurs qui, à des moments de pic de production par rapport à la consommation, d'avoir un écoulement régulier. Donc, on voit qu'il y a une sorte de complémentarité entre le producteur et le transformateur, comme Madame Palandry, qui est tout à fait essentielle d'avoir sur une petite économie insulaire qui est par définition assez fermée et qui doit être autonome pour pouvoir fournir à ses consommateurs locaux une alimentation fraîche et de qualité. Quels sont les principaux freins rencontrés, les freins ? Je pense que c'est au niveau on a un bon prix, on a des produits, on a plutôt une offre qui est inférieure à la demande.
Donc de ce point de vue-là, ça va. C'est plutôt justement cette complémentarité entre producteurs, transformateurs, distributeurs. Et il faut aussi arriver à fidéliser le consommateur par rapport au producteur local, qu'il ait tendance à choisir local plutôt que d'autres. Alors de plus en plus, d'ailleurs, la grande distribution joue le jeu et indique les produits locaux comme produits d'ici ou produits de pays, ce qui permet aux consommateurs de se repérer plus rapidement et de créer une sorte de fidélisation. Et comment vous les aidez? On les aide à 2 niveaux. Financièrement, d'abord, c'est quand même important puisqu'on gère le premier pilier, entre guillemets, de la politique agricole commune pour l'outre-mer, dite le POSEI. On donne, par exemple, pour la production végétale, une 50aine de millions d'euros, sans parler de la banane, c'est beaucoup plus. Au total, c'est 320 millions d'euros qui viennent aider, soutenir ces productions. Mais ce n'est qu'un complément, bien sûr, de revenus par rapport au prix de l'aliment et du produit que retire le producteur. Et quels sont les principaux produits qui vont percer en 2017-2018 ? Alors, on a d'abord des produits qui se maintiennent très bien, comme la banane française, qui s'est organisée depuis longtemps et qui arrive à communiquer sur l'origine et aussi sur les conditions de production de développement durable très bien. Et de ce point de vue-là, les consommateurs se l'arrachent et l'identifient de mieux en mieux, y compris en métropole. Sur tout ce qui est canne, sucre, rhum, parce que c'est une production liée, puisque le rhum se fait à partir du jus de canne, cela marche bien aussi. La consommation de rhum se développe chaque année et la variété des rhums qu'on peut trouver, avec des signes de qualité, vraiment pousse le consommateur à rechercher ces produits. Mais on a aussi plein de nouveaux produits, enfin des produits traditionnels, des fruits et légumes qui sont absolument nécessaires à l'alimentation courante. Et là, de ce point de vue, je pense qu'on est en croissance. Voilà. Alors les produits, on a bien sûr l'ananas, mais il ne faut pas oublier tous les légumes. Et Mme Palandry en utilise plusieurs, on a cité tout à l'heure, qui sont essentiels à une consommation équilibrée. Merci beaucoup. Oui. Thomas Fersen, pour finir. Oui. Est-ce que vous partez en tournée? Vous êtes en tournée? Je suis en tournée, je suis toute l'année Vous arrêtez jamais? Dans les provinces, dans les régions, et j'aime ça. Oui, mais je serai aussi à Paris du 21 mars au 1er avril au Théâtre de l'Œuvre. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre album. On le voit justement. Merci. Vous l'avez sorti le 27 janvier, déjà un mois, c'est ça, Félicitations. Félicitations à tous nos amis IEE producteurs de bons produits, certains exotiques, d'autres encore très nouveaux ou anciens selon les cas. Merci Christophe Duhamel. Merci à toi. Que vous travaillez pour le Marmiton. Et puis merci à vous.